Dans cette capsule de cours, on va parler de molécules colorées. Ce sera aussi pour nous l'occasion de nous souvenir de ce que c'est qu'une molécule et de notre programme de seconde. Dans la séance de TP qui suivra ce cours, on s'intéressera au curcuma, c'est une épice, un médicament traditionnel, et on montrera qu'on peut extraire des colorants. Alors ces colorants sont des espèces chimiques colorées qui sont solubles dans l'eau. On verra aussi qu'on peut synthétiser de l'indigo. L'indigo, c'est le colorant des jeans, mais cette fois-ci, il s'agit d'un pigment. C'est une espèce chimique colorée, mais cette fois-ci non soluble dans l'eau. Pourquoi certaines espèces sont colorées? Pourquoi certaines molécules sont colorées? On a ici les deux molécules, d'indigo et de curcumine, qu'on a extraites dans le TP. C'est une représentation un peu particulière, s'appelle la représentation topologique. Dans cette représentation, les atomes de carbone ne sont pas représentés, sont seuls représentés les liaisons entre ces atomes de carbone. Donc ici, ça veut dire qu'on a un atome de carbone, une double liaison et un autre atome de carbone. Les atomes d'hydrogène qui sont autour de ces atomes de carbone ne sont pas non plus représentés. Ici, par exemple, il y a aussi une liaison avec un atome d'hydrogène, et ici, il y a une liaison avec un atome d'hydrogène. L'intérêt de ces représentations topologiques, c'est de visualiser très facilement l'allure de la chaîne carbonée. Et ici, on s'aperçoit de quelque chose de très particulier, c'est qu'on a de nombreuses doubles liaisons. Et ces doubles liaisons sont en position alternée avec des simples liaisons. Eh bien, on appelle ça des doubles liaisons en position conjuguée. Eh bien, ce sont ces doubles liaisons en position conjuguée qui sont responsables de l'interaction de ces molécules avec la lumière visible. C'est ce qu'on appelle le chromophore de la molécule. Maintenant, si on regarde cette autre molécule, qui s'appelle le pourpre de Tyr, elle est très ressemblante à l'indigo, à 2 atomes près. Au lieu d'avoir ici 2 atomes d'hydrogène, on a 2 atomes de brome. Eh bien, le comportement de cette molécule par rapport à la lumière est complètement différent. Le pourpre de Tyr, c'est un rose mauve, l'indigo, c'est le bleu du jean. Eh bien, ces petites zones-là de la molécule, qui, si on les modifient complètement le comportement par rapport à la lumière, c'est ce qu'on appelle des oxophores. Donc dans cette molécule, on a un chromophore, des oxophores. Est-ce que vous êtes capable de les retrouver? C'est assez simple. Le chromophore, c'est l'ensemble des doubles liaisons en position conjuguée, et l'oxophore, ce sont les petits groupes qui peuvent modifier le comportement de la molécule par rapport à la lumière. Alors justement, c'est quoi une molécule? Et on va faire quelques rappels de notre programme de seconde. Tout d'abord, il y a l'atome. Parmi les nombreuses représentations possibles de l'atome, on en a une ici. On se souvient peut-être qu'on avait dit en seconde que la matière est lacunaire, c'est-à-dire qu'il y a essentiellement du vide, c'est vrai. Si cet atome avait la dimension d'un stade de football, la particule chargée positivement au centre, qui s'appelle le noyau, aurait les dimensions de la tête d'une allumette, et les électrons qui tournent autour à l'intérieur du stade auraient les dimensions d'une tête d'épingle. Alors ces électrons et les protons qui font partie des nucléons. Les nucléons, ce sont les particules du noyau. Les nucléons, ça représente donc les neutrons et les protons. Donc je reviens à mes électrons et mes protons, ils sont chargés électriquement. Et ils ont une charge qui est opposée. Les électrons étant chargés négativement, les protons étant chargés positivement. Les neutrons, comme leur nom l'indique, ne sont pas chargés électriquement, ils sont neutres d'un point de vue électrique. Si on s'intéresse aux masses, on voit que la masse des protons et des neutrons, donc la masse des nucléons, est à peu près la même, et qu'elle est 2000 fois plus grande que la masse de l'électron. Autrement dit, la masse de l'atome, c'est pour l'essentiel la masse de son noyau. Enfin, si on s'intéresse aux dimensions, cette représentation n'est pas du tout à l'échelle. Si le diamètre de l'atome est d'environ 10 puissance moins 10 mètres, le diamètre du noyau est d'à peu près 10 puissance moins 15 mètres, donc si j'avais voulu représenter ça à l'échelle, il aurait fallu que mon noyau soit 100 000 fois plus petit que la dimension de mon atome, ce qui est complètement impossible à représenter. Comment déterminer la composition de l'atome? Eh bien, il nous faut pour ça 2 chiffres, 2 nombres.
lorsqu'on va regarder la classification périodique, on va trouver le numéro atomique. Le numéro atomique, c'est l'ordre, la place occupée par l'élément chimique dans la classification périodique. Eh bien, ce numéro atomique nous donne le nombre d'électrons du cortège électronique et nous donne aussi le nombre de protons du noyau. Donc on a Z électrons et Z protons, ce qui fait que forcément l'atome est neutre du point de vue électrique puisqu'il a autant de charges positives que de charges négatives. Le nombre de masse, c'est le nombre de nucléons, donc l'ensemble des protons et des neutrons du noyau. Ce qui fait que si je veux connaître la composition d'un atome, si je connais Z, eh bien il a Z électrons et aussi Z protons. Si je connais A, il a A nucléons, dont Z protons et forcément A moins Z neutrons. On vous demande de compléter ce tableau, ça ne devrait pas poser de difficultés particulières. Vous pouvez vous mettre sur pause, le compléter avant de consulter la correction. Donc voilà la correction. Je pense que tout le monde a trouvé ce résultat. Une petite remarque sur les 3 atomes de carbone qui sont représentés ici. C'est bien 3 atomes de carbone parce qu'ils ont tous le numéro atomique 6, mais ils ont un nombre de masse qui est différent, qui se traduit par un nombre de neutrons qui est différent. Eh bien ici, on a ce qu'on appelle des isotopes. Même numéro atomique, mais nombre de masses différents. Alors c'est bien des isotopes, car ça concerne les atomes, ne pas confondre avec les isomères qui concernent les molécules. Qu'est-ce que c'est qu'un élément chimique? Il y a plusieurs définitions possibles. Première définition, un élément chimique, c'est ce qui se conserve au cours de transformations chimiques. Vous vous souvenez peut-être de l'élément cuivre, qu'on avait fait passer par différents états en seconde. Autre définition, un élément chimique, c'est l'ensemble des atomes qui ont le même numéro atomique, donc l'ensemble des isotopes de même numéro atomique, comme les atomes de carbone qu'on vient de rencontrer. Le nombre de masse de l'élément chimique est un nombre décimal qui correspond à la moyenne des nombres de masse des isotopes pondérés par leur abondance. Qu'est-ce que ça signifie? C'est finalement assez simple. Le chlore a pour numéro atomique 17. Il possède 2 isotopes principaux, dont les abondances relatives sur Terre sont parfaitement connues. L'isotope 35 est représenté à 75,8%, et l'isotope 37 du chlore est représenté à 24,2% à la surface de la Terre. La masse atomique standard de l'élément chlore vaut 35,5, c'est-à-dire que si on regarde une classification périodique, on va trouver 35,5. Par quel calcul obtient-on ce résultat? C'est assez simple. Donc on va faire la moyenne de 35 et de 37, mais pondérée par leur abondance. C'est-à-dire que pour avoir ce nombre de masse standard, la masse atomique standard, on va prendre le pourcentage de l'isotope 35 que multiplie 35, plus le pourcentage de l'isotope 37 que multiplie 37, et on retrouve bien les 35,5 qui sont là. La classification périodique des éléments chimiques ne devrait plus avoir de secret pour vous. Les éléments chimiques sont organisés par famille, qui ont des propriétés chimiques à peu près équivalentes. Et une de ces propriétés chimiques, c'est ce qu'on appelle la valence. Eh bien, la valence de ces éléments chimiques, c'est le nombre de liaisons qu'ils peuvent avoir et qu'ils doivent avoir dans une molécule. Par exemple, eh bien, pour les halogènes qui se trouvent là, la valence est de 1. De même pour l'hydrogène qui se trouve ici. C'est-à-dire que dans une molécule, eh bien, tous les atomes qui sont là auront une liaison, et l'hydrogène aura une liaison. Pour cette famille de l'oxygène, la valence vaut 2, c'est-à-dire que lorsqu'on rencontrera de l'oxygène, il aura forcément 2 liaisons dans une molécule. Pour l'azote, la valence vaut 3, c'est-à-dire que lorsqu'on rencontrera l'azote ou quelqu'un de sa famille dans une molécule, il faudra qu'il ait 3 liaisons. Et pour la famille du carbone qui se trouve là, et le silicium, eh bien il faudra 4 liaisons. La valence, elle vaut 4. Vous vous souvenez peut-être de la règle de l'octet. On peut modéliser les nuages électroniques par des couches concentriques
la couche K, la couche L, la couche M, avec un certain nombre de possibilités d'accueillir des électrons. La couche K peut contenir 2 électrons, la couche L et la couche M peuvent en contenir 8, sous forme de doublés. Donc la couche K contient un doublet, peut contenir un doublet, la couche L peut contenir 4 doublets, ainsi que la couche M. Si on s'intéresse par exemple à l'hydrogène, son numéro atomique est 1, donc il possède un électron, qui va venir ici sur la première couche électronique. Si on s'intéresse au carbone, son numéro atomique vaut 6, 1, 2, on va remplir la première couche électronique, et on va compléter la deuxième couche électronique, plutôt de cette façon-là. Pourquoi? Tout simplement parce que les électrons étant négatifs, ils ont tendance à se repousser les uns les autres, et donc à occuper le maximum de place. Pour le chlore, le numéro atomique vaut 17, on se retrouve dans cette configuration, et pour le néon, pour lequel le numéro atomique vaut 10, on se retrouve dans cette situation. On s'aperçoit que pour le néon, la dernière couche électronique est saturée. Or, le néon, c'est une espèce chimique qui réagit quasiment pas, c'est ce qu'on appelle un gaz noble, un gaz rare. Eh bien, la règle de l'octet nous explique pourquoi un atome est stable quand sa dernière couche électronique est saturée. Eh bien, s'il est stable, le néon, il n'a pas besoin d'évoluer, ni de se transformer ni de chercher à se transformer. Alors par contre, pour l'hydrogène, pour le carbone et pour le chlore, la règle de l'octet n'est pas satisfaite. Comment satisfaire à la règle de l'octet? Il y a 2 possibilités. Première possibilité, c'est former des ions monoatomiques. Par exemple, ici, l'atome de sodium avait un électron célibataire sur sa couche M, il l'a perdu, et c'est l'atome de chlore auquel il manquait un électron qu'il a gagné. Donc maintenant, on a perdu une charge négative, on a un ion positif, là on a gagné une charge négative, on a un ion négatif. On reprend l'animation si vous voulez. Donc ici on a un électron en trop, ici il nous manque un électron pour saturer la dernière couche. Les 2 dernières couches, elles sont strictement saturées. La règle de l'octet est satisfaite. Une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle la liaison covalente. Eh bien par exemple dans la molécule de chlorure d'hydrogène, nos 2 atomes vont mettre en commun un doublet d'électrons. Ce doublet d'électrons compte autant pour l'hydrogène que pour le chlore. Il est covalent, il vaut autant pour l'un que pour l'autre. Donc ici on a ce qu'on appelle une liaison covalente. Cette liaison covalente, on peut la représenter par un trait simple entre les 2 atomes, là ou là. On peut remarquer aussi que sur l'atome de chlore, on a 1, 2, 3 doublets qui ne sont pas liants. On peut les représenter en complément comme ça autour de l'atome de chlore. Ce qui apporte la preuve que la règle de l'octet est satisfaite parce qu'autour de l'atome de chlore, sur sa dernière couche, on a 1, 2, 3, 4 doublets d'électrons. Donc la règle de l'octet est satisfaite. Alors finalement, c'est quoi une molécule? C'est une association électriquement neutre d'atomes. Cette association, elle se fait grâce à des liaisons covalentes, telles que la règle de l'octet est satisfaite pour chacun des atomes. Autrement dit, chacun des atomes a autant de liaisons covalentes qu'il n'avait d'électrons célibataires sur sa dernière couche. Autrement dit encore, chacun des atomes a autant de liaisons qu'il n'a de valences. Par exemple, le carbone est tétravalent, donc il faut forcément que chaque atome de carbone ait 4 liaisons. L'azote est trivalent, donc chaque atome d'azote doit avoir 3 liaisons. L'oxygène est bivalent, donc 2 liaisons pour chaque atome d'oxygène. L'hydrogène est monovalent, 1 liaison pour chaque atome d'hydrogène. On peut représenter les molécules de différentes façons. La plus simple de ces façons, c'est de donner leur formule brute, c'est-à-dire leur composition, le nombre d'atomes de chacun des éléments chimiques, qu'on rencontre. On peut représenter ces molécules avec des modèles moléculaires. Ici, c'est un modèle compact qui est censé représenter les nuages électroniques.
ou un modèle moléculaire éclaté qui laisse apparaître les liaisons entre les atomes. On peut aussi représenter ces molécules avec des modèles en 3 dimensions, numériques. On peut représenter ces molécules avec une formule développée, où tous les atomes sont séparés et reliés par les liaisons covalentes. On peut utiliser une formule semi-développée. On peut aussi utiliser une formule topologique, où les atomes de carbone et les hydrogènes qui sont autour ne sont pas représentés. Ici, on a représenté exactement la même molécule de différentes façons. 2 molécules sont des isomères si elles ont la même formule brute, mais si elles sont différentes. Et il existe de nombreuses différences possibles entre 2 molécules. On vous demande d'identifier ci-dessous les isomères de la butanone. La butanone, c'est cette molécule qui se trouve ici. Et parmi les 6 molécules qui sont ici, certaines sont des isomères de la butanone, d'autres pas. Essayez d'y réfléchir, vous pouvez mettre la vidéo sur pause avant de consulter la réponse. Alors cette molécule pourrait être un isomère de celle-ci. Même composition. En réalité, c'est pas un isomère. C'est exactement la même molécule. Simplement, elle a été représentée dans l'autre sens, et elle a été représentée avec une formule semi-développée. Donc cette molécule n'est pas un isomère. Enfin, celle-ci n'est pas un isomère non plus, parce qu'elle comporte 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Or ici, on n'en a que 4. Donc cette molécule n'est pas non plus un isomère, les autres oui. Les différences qui existent entre 2 isomères peuvent sembler anodines. En fait, elles ont toujours des conséquences sur les comportements physiques, chimiques ou biologiques des molécules. Parlons maintenant de la nomenclature des hydrocarbures. Hydrocarbures, ce sont des molécules qui sont composées d'hydrogène et de carbone. Les plus simples de ces hydrocarbures sont les alcanes. Ils ne possèdent que des simples liaisons carbone-carbone. Et le plus simple à imaginer, ce sont les alcanes linéaires, où les atomes de carbone sont disposés les uns à la suite des autres. Lorsqu'on a un atome de carbone, on a ce qu'on appelle le méthane. Lorsqu'on a 2 atomes de carbone, on a l'éthane. 3 atomes de carbone, le propane. 4, le butane. 5, le pentane. 6, l'hexane. Vous devez connaître ces termes. Lorsqu'on a quelque chose qui ressemble à un méthane, c'est un groupe qu'on va trouver dans certaines molécules, un groupe avec un seul carbone, c'est ce qu'on appelle un groupe méthyle. Lorsqu'on a un groupe C2H5, donc 2 atomes de carbone qui ressemblent à ça, c'est un groupe éthyle. Alors, on peut faire une petite remarque, on a dit que c'était des alcanes linéaires, donc c'est pas ça, c'est un alcane linéaire. On pourrait penser que ça, ce n'est pas un alcane linéaire. Si, tout à fait. Il n'y a aucune raison de mettre les atomes de carbone les uns derrière les autres. Les atomes de carbone se suivent simplement dans la chaîne. Alors, en dehors des alcanes linéaires, il existe aussi des alcanes qui présentent des chaînes ramifiées. Par exemple, ici, on a une chaîne avec 6 carbones, et on a un carbone qui est branché sur le 2e carbone qui se trouve ici. Alors comment est-ce qu'on nomme ces alcanes avec des chaînes ramifiées? Il faut rechercher la chaîne la plus longue. Donc ici la chaîne la plus longue, c'est visiblement celle-là. Et on va la numéroter. Alors le carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez me dire pourquoi on la numéroterait pas dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout à fait. On pourrait le faire. Mais on va rechercher la numérotation des atomes de carbone qui conduit à l'indice le plus petit pour le carbone qui porte le groupe. Donc ici, ce sera le carbone 2 qui porte le groupe méthyle. Si j'avais numéroté dans l'autre sens, ça aurait été le carbone 5 qui portait le groupe méthyle. Donc je choisis la numérotation qui conduit à l'indice le plus petit. Quel est le nom de cette molécule? Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la base c'est un hexane. Et sur cet hexane,
plus précisément sur son carbone numéro 2, on a un groupe méthyle. Eh bien, c'est le 2-méthylhexane. Cette molécule qui est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, c'est aussi une base hexane. Et c'est le carbone numéro 2, le même, qui porte un groupe méthyle. Cette fois-ci, j'ai numéroté de la droite vers la gauche. Mais non seulement ce carbone porte un groupe méthyle, mais il porte un deuxième groupe méthyle. Comment est-ce qu'on va nommer ça? Eh bien, la base, c'est un hexane, et c'est un diméthyle, parce qu'on a deux groupes méthyle, c'est un 2,2 diméthylhexane. Pourquoi 2,2? Parce que le premier méthyle est porté par le carbone 2, et que le deuxième méthyle est aussi porté par le carbone 2. Dans cette molécule ici, on pourrait penser que 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est encore un hexane, et sur le carbone 2, on aurait un groupe éthyle, donc on pourrait penser que c'est le 2-éthylhexane. C'est faux. Parce qu'en fait, la chaîne la plus longue, c'est pas un hexane. La chaîne la plus longue, c'est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 carbones. C'est donc un heptane. Et on va numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est le carbone numéro 3 qui porte un groupe méthyle. Donc attention, on toujours bien chercher la chaîne la plus longue. Quant à cette molécule qui se trouve là, 1, 2, 3 carbones, c'est une base propane sur lequel j'ai un groupe méthyle. Donc on aurait pu écrire 1, 2, 3, c'est le 2-méthylpropane. C'est pas nécessaire de préciser qu'il s'agit du 2-méthylpropane, parce qu'il n'y a pas de confusion possible. Ça peut pas être le 1 ni le 3-méthylpropane, parce que sinon ce serait du butane. Les alcènes, ce sont des hydrocarbures, mais qui cette fois-ci portent des doubles liaisons, carbone-carbone. Alors comment on donne leur nom? Tout simplement, on va chercher le nom de la chaîne principale, qui contient donc ici 4 carbones, c'est donc un butane, et on va remplacer la terminaison en ane par une terminaison en N. Donc avec le butane, on va obtenir du butène. Alors on pourrait avoir la double liaison soit ici, soit ici, soit ici, ce qui revient au même que la première situation. En tout cas, on pourra avoir la double liaison sur le carbone 1 ou la double liaison qui démarre sur le carbone 2. Ici, comme la double liaison démarre sur le carbone 2, c'est ce qu'on appellera le but de N. Et ici, ce serait ce qu'on appelle le but 1N. Celle-ci, c'est le propène. On pourrait appeler ça le prop 1N. C'est pas indispensable parce qu'il n'y a pas de confusion possible. Parce que si la double liaison se trouve ici, c'est encore le prop 1N. Dans nos hydrocarbures, on peut aussi trouver quelques cycles. Ici, c'est un alcane qui s'appelle le cyclohexane. Ici, c'est un alcène qu'on appelle le cyclohexène. Et là, c'est un noyau qu'on a déjà retrouvé dans nos molécules colorées, avec une alternance de double et de simple liaison, un noyau qui est extrêmement courant dans les produits organiques, dans les médicaments, dans les colorants. Ce noyau, on l'appelle le benzène. Une représentation topologique de ce noyau, ce serait celle-ci. Une représentation topologique de l'hexène, ce serait celle-ci. Tiens, quelle serait la représentation topologique du cyclohexane? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Vous vous mettez sur pause. Bien, voilà, quelle serait la représentation topologique du cyclohexane. Pour terminer, on va parler d'une isomérie un peu particulière qui s'appelle la diastéréoisomérie ZE. Cette isomérie est observée lorsqu'on a une double liaison carbone-carbone, quand aucun des carbones ne porte deux radicaux identiques. Alors ici, ce n'est pas le cas, parce qu'on a bien une liaison carbone-carbone avec une double liaison, mais j'ai un carbone qui porte deux radicaux identiques. En l'occurrence, ici, les deux radicaux, c'est tout bêtement deux atomes d'hydrogène qui sont identiques.
Donc cette structure ne présente pas l'isomérie ZE. Par contre, celle-ci, qui est le but 2N, alors pourquoi le but 2N? Parce qu'on a 1, 2, 3, 4 carbones. C'est le carbone numéro 2 qui porte la double liaison. Donc c'est un butane, un butène, un but 2N. Eh bien, lorsqu'on a cette molécule-là, on peut avoir deux configurations possibles, deux isomères possibles. Donc ici, on a les atomes d'hydrogène qui sont d'un côté et de l'autre de l'axe de la double liaison, alors que là, on a les atomes d'hydrogène qui sont du même côté de l'axe formé par la double liaison. Et la rotation autour de la double liaison n'est pas possible. À l'inverse de ce qu'on observe sur la simple liaison, la double liaison ne peut pas tourner sur elle-même. Ce qui fait qu'on a deux molécules qui sont différentes. Il va falloir les nommer et les reconnaître. Il y a un petit truc pour ça, c'est qu'on peut voir que là, puisqu'on est d'un côté et de l'autre, par exemple pour les atomes d'hydrogène ou pour les atomes de CH3, pour les groupes CH3, il y a quelque chose qui ressemble à un Z ici. Alors qu'ici on est du même côté de la double liaison carbone-carbone. Les deux CH3 par exemple sont du même côté. Lorsque ça ressemble à un Z, c'est un E, but de N, et lorsque ça ressemble à un E, c'est un Z, but de N. Alors pour terminer, eh bien dans notre rétine, les cônes qui sont sensibles aux couleurs rouge, vert, bleu sont sensibles parce qu'à l'intérieur de ces cônes, on a des molécules qui portent des chromophores. Alors ces molécules qui portent des chromophores, elles nous viennent des bêta-carotènes, des carottes, des myrtilles, qui forment ce qu'on appelle la vitamine A, qui va former ce qu'on appelle la rhodopsine, qui est une molécule composée d'opsine, qui est cette partie-là, et de Z-rétinal, qui est cette partie-là. Et on voit bien qu'ici, eh bien, on a une alternance de simple et double liaison, donc on a ici un groupe chromophore. Alors ces opsines, elles sont différentes selon les trois types de cônes qu'on a. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit groupe oxophore ici qui va modifier le comportement de cette molécule par rapport à la lumière. Donc cette molécule, on la retrouve dans toutes les cellules en forme de cône, mais les cellules en forme de cône sensibles au vert, au rouge, au bleu n'auront pas le même oxophore. Ici, cette molécule, ici c'est une liaison qui va se former, donc bon, c'est pas des ions qu'on observe. Cette molécule c'est le rétinal, et le rétinal pour l'instant est en position Z, c'est-à-dire qu'on a ici quelque chose qui ressemble à un E. Ici on a un carbone, un E, c'est le Z rétinal. Eh bien, cette association opsine et Z rétinal va s'isomériser alors en E rétinal sous l'action d'un photon. Et cette isomérisation va provoquer un signal électrique qui va partir vers le cerveau. Bien sûr, il faut que ce soit le photon de bonne lumière, de bonne longueur d'onde. Et puis ensuite, cette opsine avec son E rétinal va repasser sous forme d'opsine avec un Z rétinal, mais cette fois-ci c'est une isomérisation qui est faite par une enzyme. Donc voilà, c'est terminé pour ce cours.